Salut Mario. Les États-Unis sont un pays riche, mais incroyablement endetté. Et ça commence à se faire sentir. Le président Trump qui doit en tenir compte. C'est l'espoir sans doute que font certains qu'il en tiennent compte, mais si on se fie à ce qu'il a réussi politiquement, et ça c'est assez extraordinaire de son point de vue, c'est-à-dire passer son Big Beautiful Bill budgétaire cette semaine, c'était pas gagné d'avance parce que comme tu le sais, il n'y a pas de discipline de parti aux États-Unis. Il y avait à la frange, à la marge, quelques républicains à la Chambre des représentants qui étaient véhémentement opposés à un projet de budget qui n'inclut pas des compressions budgétaires importantes, justement en raison de ce que tu dis. Les États-Unis font face à un déficit à répétition et à une dette colossale. Elle donne le vertige, j'en ai souvent parlé, 36, 37 000 milliards de dollars. Le déficit fiscal des États-Unis s'établit à 6 du produit national brut. C'est-à-dire que la différence entre les revenus du gouvernement et ce que coûte l'épicerie, c'est ça qu'on appelle le déficit fiscal, c'est 6 de tout ce qui est produit aux États-Unis. Ça donne vraiment le vertige. Et il faut ajouter à ça que la semaine dernière, vendredi, il y a une semaine pile poil, Moody's était la dernière des trois grandes agences à abaisser d'un cran la note de crédit des États-Unis, un peu comme on l'a subi au Québec. On en parlait avec François Legault la semaine dernière, qui disait ne pas avoir été surpris, qu'il avait été prévenu que si on faisait certains choix, ça entraînerait une décote. Alors, les États-Unis aujourd'hui sont plus la référence en matière de crédit. En fait, il reste assez peu de pays dans le monde qui ont la note parfaite. La Suisse, par exemple, petit pays, mais les États-Unis, loin s'en faut. Avec un impact immédiat, ça fait au moins 2 fois cette année qu'on parle de ces choses qui ont l'air un peu absconses. On se dit, est-ce que c'est vraiment le genre de conversation que je veux avoir avec mon café à 6h28? Ben, si tu te préoccupes de ton épargne, du système financier, tu peux te demander si les Mais, petites craques dans le ouais. plancher vont pas faire en sorte qu'il Mais, va mais nous partir sous les pieds. cette semaine, Stéphane, la bourse a pris une débarque là, dans un après-midi, genre Ouais. soudaine. Là, je pense que c'était une journée qui Mhm. était dans le vert. Puis en quelques minutes, c'était planté dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une émission d'obligation 20 ans du Trésor américain qui, d'habitude, là, c'est une formalité. Là, Pas de je veux preneur. dire, c'est un pays. Mais il n'y avait pas assez de preneurs. Puis là, les taux de long terme, peut-être pour trouver des preneurs, tu montes les taux d'intérêt. Les taux de long terme qui ont augmenté, mais Exact. considérablement. On est repassé au-dessus du 5,1%. Alors, c'est la logique de l'offre et la demande. S'il n'y a pas de demande, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu offres davantage. Et ce que dû Mais est-ce faire que c'est le juste le Trésor, risque sur la dette ou est-ce qu'il n'y a pas encore des Japonais, des Chinois, des preneurs habituels qui disent, sais-tu, là, les bons du Trésor américain, on va sauter de notre tour une couple de fois pour donner du trouble à Trump? Je me suis posé la question. c'est possible, il ne faut pas l'exclure, sinon que ces choses-là sont à terme assez transparentes, c'est-à-dire que on finit par savoir qui a transigé et s'il fallait que ça ressemble à des attaques coordonnées justement pour mettre des bâtons dans les roues de Donald Trump, il y aurait certainement, en tout cas lui, à court terme, des moyens de faire payer le prix de ça. Mais de tous les gendarmes qui existent dans le monde, le seul capable de vraiment se faire entendre auprès du Trésor américain et de Donald Trump, c'est justement le marché des obligations. C'est plus fort que l'opposition politique, c'est plus fort que les démocrates, c'est plus fort que ces républicains qui sont des conservateurs fiscaux et qui voudraient bien qu'on fasse le ménage dans la dette, qui ne se fait jamais. C'est toujours repoussé. Et cette semaine, c'est le deuxième facteur aggravant après la décote de la semaine dernière, c'est que Donald Trump a réussi, je ne dirais pas contre toute attente, mais néanmoins, à faire passer le projet de budget qui doit être aussi appuyé au Sénat. Et là, les choses vont beaucoup se compliquer. Alors, il y a un risque politique parce qu'on a tordu quelques bras pour réussir à obtenir ce vote archi serré, 215 contre 214 à la Chambre des Incroyable, hein? représentants. Tous les républicains n'étaient pas alignés, justement parce qu'il y a des gens qui disent ça ne tient pas la route, on creuse notre tombe et il faut voir que les mauvais chiffres des 2 dernières années, quand je parlais de ce déficit fiscal, ce n'est pas tout à fait celui de M. Trump, c'est beaucoup le budget ou les budgets, les choix budgétaires Mhm. faits par la précédente administration. Sinon, qu'il y a des baisses d'impôts qui ont commencé en 2017 par M. Trump, qui ajoutent, est-ce que tu creuses, si tu donnes des avantages fiscaux à tes électeurs,
hurrah, parce que c'est payant politiquement, mais si tu ne compenses pas par des compressions ailleurs, tout ce que tu fais, c'est que tu creuses le trou de la dette. Et c'est ce qui s'est accentué. Et ce projet de loi, ben, alors, comprime un peu Mais les Stéphane, dépenses, disons-le. moi, il comprend un peu, parce que les gens qui nous écoutent se disent, voyons, le Doge, là, on s'est fait dire depuis l'élection que Elon Musk, le Doge, mettait la hache dans toutes les dépenses, dans les ministères, congédiait du monde par On est loin du centaines. compte. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? La personne qui nous écoute ce matin dit, voyons, il me semble qu'on n'entend rien que parler de coupure, et Trump, il a Alors, l'air à faire un effort pour réduire les dépenses. il a fait des efforts et il a aussi politiquement pris des risques pour le faire. On est très, très loin des 1000 milliards qui étaient annoncés, puis quand Elon Musk charriait des 2000 milliards, on est très, très loin. On est à 150, 200 Donc, on est très, millions. très, très, très loin. On est à 1 un milliard, dixième, là. pardon. Exact. Très, très, très loin. Mais néanmoins, il y a des progrès qui ont été faits, mais ce n'est pas suffisant. Et j'ajoute que ce projet de loi sur le budget, c'est un projet de loi, ce n'est pas adopté. Stabilise d'une certaine façon, mais stabiliser en ce moment, c'est pas assez. Il faut que tu commences à rétro-pédaler, que tu ramènes tes dépenses à des niveaux beaucoup plus bas, parce que chaque année, le coût de la dette dépasse ce que les Américains dépensent en défense. Le sacro-saint budget de la défense a été dépassé. C'est la plus grosse dépense du gouvernement fédéral américain. C'est l'intérêt sur la dette. Les intérêts sur la dette. C'est extrêmement lourd. Alors, il n'y a pas eu suffisamment d'efforts. Puis traditionnellement, c'est ce qu'on constate. Les républicains, la droite, devraient être fiscalement conservatrices. Ce n'est pas du tout le cas de Donald Trump. Et là où il y a aussi des risques électoraux, c'est qu'il a toujours promis qu'il ne toucherait pas au Medicaid, l'aide médicale, l'aide de santé pour les plus fragiles. Or, il le fait à la marge pour aller chercher d'ailleurs des économies assez substantielles qui se comptent en dizaines de milliards de dollars, mais aussi pour autant en réduction d'admissibilité pour certains Américains. Je te dis tout ça parce que, tu le soulignais, les taux sur la dette américaine en ce moment sont au-dessus de 5 pour les obligations à 10 ans et pour les obligations à 30 ans. Qu'est-ce que font les gens du Trésor? Ils financent la dette aux 2 ans, aux 3 ans, ce qui n'est du jamais vu parce que les taux courts sont meilleurs, mais tu ne peux pas gérer une bombe à retardement comme ta dette avec des emprunts que tu renouvelles chaque année, avec des échéances où soudainement, tu as des milliers de milliards de dettes à remettre sur le marché et à espérer refinancer. Tu es à la merci, évidemment, du marché obligataire et ça nous met dans une situation où les tout-puissants Américains sont un peu comme Gulliver sur la plage attachés par les petits fils des Lilliputiens et qui fait que Donald Trump a peut-être le gros bâton dans les mains, mais il se peut qu'il se retrouve dans une situation où il ait le bras entravé et donc qu'il soit incapable d'utiliser son gros bâton. C'est pas demain matin que ça va arriver. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on dit un jour, il va se passer quelque chose avec le dollar, et c'est toujours, on repousse la quécane. Mais cette semaine, tu montais les taux, donc tu donnes plus d'argent à ceux qui achètent de la dette et le dollar américain en même temps s'affaissait. C'est normalement pas du tout inversement corrélé. Normalement, quand tu donnes un meilleur rendement, on veut plus acheter d'obligations, donc on achète plus de dollars américains et c'est le contraire qui s'est produit cette semaine. C'est probablement les signes annonciateurs de ce qu'il y a quelque chose problème, de floqué dans les finances publiques américaines. Stéphane, il faut qu'on se parle de Harvard, donc l'université probablement dans le monde où des gens de tous les continents, de tous les pays, incluant des Canadiens, là, voulaient s'inscrire. Bien là, Harvard ne pourra plus accueillir d'étudiants étrangers. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a une lutte à finir entre le président Trump, son administration et Harvard. Harvard qui est devenu le symbole pour M. Trump de tout ce qui ne va pas dans le monde universitaire. Et il n'y a pas tout faux. C'est clair qu'il y avait des dérives importantes sur le wokisme, sur toutes sortes de choses qui ont été soulignées 1000 fois. Mais là, ce que fait l'administration, c'est qu'ils disent on va révoquer les visas d'étudiants de tous les étudiants étrangers à Harvard. On parle de plus ou moins 6800, 6900 étudiants. C'est le quart de la population estudiantine à Harvard. C'est beaucoup de monde. Et qui sont par ailleurs des meilleurs cerveaux de la planète pour une partie. Là. C'est souvent, alors évidemment, il y a probablement des passe-droits pour les plus riches et les plus pistonnés. Ça existe. Aux États-Unis, c'est ce genre de choses qui existent. Mais en général, ils ne sont pas pour autant niaiseux quand ils sont admis à Harvard. C'est pour les États-Unis, depuis toujours, la meilleure manière
d'aller chercher les cerveaux en les faisant étudier aux États-Unis, puis en les conservant souvent derrière. Ça participe de la puissance américaine, cette attraction qu'ont les universités. Et la menace en ce moment, c'est que si ça marche à Harvard, ça pourrait être appliqué à d'autres grandes universités, parce que qu'est-ce que veut l'administration? C'est des renseignements sur les étudiants, que les universités partagent ces renseignements au nom de la menace antisémite. C'est le principal prétexte qui est présenté par l'administration en disant il y a eu des manifestations pro-palestiniennes, il y a eu des débordements, il y a des risques, il y a même des risques de terrorisme au sein de ces organisations. Est-ce que Harvard et les grandes universités sont complices de la dérive antisémite? Franchement, c'est grotesque à sa face même. Le patron d'Harvard est lui-même juif, si je ne me trompe pas. Aux États-Unis, les institutions de la communauté juive sont en très bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, et on l'a vu à Washington hier matin, avec dans la nuit, ou l'avant-veille, pardon, l'assassinat, mais de sang-froid brutal de deux membres du personnel de l'ambassade israélienne à Washington. Ça existe. Mais est-ce que les grands campus universitaires américains sont historiquement le nid de l'antisémitisme? C'est un peu charrié, malgré les manifestations, c'est vrai, l'an dernier, qui protestaient contre ce qui se passe à Gaza. Mais c'est un gros bras de fer qui dépasse probablement ces enjeux-là. Et je le crains aussi, l'orgueil du président, parce que Harvard a refusé de plier l'échine. On les a menacés de couper des subventions s'ils ne collaboraient pas davantage avec le gouvernement. Et là, il dit, ben, c'est l'arme ultime, hein, c'est l'arme atomique. Et c'est les revenus de l'université en grande partie, parce que ces étudiants, pour l'essentiel, ils payent en gros dollars américains entre 60 et 80 000 dollars US par année pour avoir le privilège d'étudier à Harvard. Et on leur dit, et on dit aux étudiants, si vous restez aux États-Unis, il va falloir changer d'université. Entre-temps, je termine là-dessus, il y a un juge fédéral qui a dit, un instant, ça ne tient pas debout. On arrête les manœuvres. Ça sera probablement amené en appel, mais il n'y a pas un étudiant qui ne pourra pas finir, à tout le moins, sa session Harvard. Parce que c'était exécutoire. Ah ouais. Exécutoire. Et ce ne l'est plus. À suivre. Bonne fête de semaine.